ce troisième webinaire Rock and Cloud. Je suis Elia Sigan, donc je suis chargée de communication digitale chez Daveo. Et aujourd'hui, je vais m'occuper de faire l'animation sur ce dernier webinaire. Alors, du coup, je vais vous partager notre belle présentation pour ce dernier webinaire. Quand l'autonomie des équipes ravit la direction financière. Donc voilà, je vais vous faire un petit point sur Rock and Cloud. Donc, comme vous le savez, Daveo accélère sur le cloud depuis un an maintenant. Donc, ça passe aussi bien par la création de livres blancs par nos communautés, comme par exemple notre dernier livre blanc du monolithe serverless. Je vous lancerai un petit call to action à la fin du webinaire pour que vous puissiez le télécharger. Donc voilà, on a décidé que avec les beaux jours qui arrivent, on avait besoin d'un événement un peu musical. On avait besoin d'en apprendre et de partager toujours plus sur le cloud. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a décidé de lancer Rock and Cloud, une initiative 100% par Daveo. Voilà, donc Daveo, c'est 5 agences en France, Paris, Lille, Nantes, Bordeaux et Lyon, 320 collaborateurs et plus de 80 clients, que ce soit dans le secteur des transports, du luxe, on en a plein. Et donc aujourd'hui, on va vous parler du coup d'un nouveau sujet cloud. Ce sera présenté par Richard Butin, Head of Engineering chez ADO. Donc n'hésitez pas au cours de la présentation, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le petit onglet réservé. Donc vous avez un onglet questions. Vous pouvez voter pour vos questions préférées et on y répondra en priorité à la fin du webinaire. Donc je vais maintenant inviter Richard et Marc, donc Richard de chez ADO et Marc de chez Daveo, à monter sur scène. Hello, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, donc comme l'a dit Eléa, aujourd'hui on a la chance de recevoir Richard d'ADO. Donc moi c'est avec grand plaisir aujourd'hui que je me retrouve avec Richard parce qu'on a déjà animé un talk il y a quelques mois ensemble, c'était sur le serverless. Donc aujourd'hui c'est notre deuxième talk en commun. Donc bienvenue Richard, bienvenue à toi. Merci, merci. Donc aujourd'hui, Richard va nous parler dans le cadre de ce festival Rock and Cloud de sujets autour de DevOps, FinOps. Globalement, ce que va vous expliquer Richard, c'est qu'est-ce qui se passe à un moment quand une entreprise se met à faire du cloud. Oui, ça ouvre un certain nombre de possibilités. Le cloud, c'est du service qu'on peut consommer, hein, donc voilà, c'est à la demande. Mais typiquement, dans une boîte où vous avez plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de développeurs, si on laisse les gens, les développeurs et les profils techniques consommer du cloud, ça pose pas mal de questions derrière, notamment des questions de gouvernance, voilà, parce que ça peut rapidement aboutir à des choses voilà, qui sont compliquées à gérer ou peut-être même des mauvaises surprises. Donc, c'est un peu de tout ça dont Richard va nous parler aujourd'hui. Voilà, moi, je te laisse la parole, Richard, et je reviens tout à l'heure pour les questions-réponses. Écoute, merci pour l'intro, Marc. On va passer dans le dur du sujet. Donc, le constat, donc la promesse du cloud, tu viens de le dire, Marc, mais voilà, la promesse du cloud, c'est un accès en libre service de ressources, c'est une élasticité, c'est une facturation à l'usage. Derrière tout ça, ce qu'on a souvent en tête de ce qu'on peut gagner, c'est l'amélioration du time to market. Donc, avant, quand on avait, on va dire, un projet de développement d'un produit, il fallait passer par des étapes de validation budgétaire qui étaient un peu longues, laborieuses, pour avoir des ressources on-prem. Voilà, donc c'était un peu longué et le cloud nous apporte un peu cette amélioration du time to market. Opportunité aussi de rendre les équipes produits autonomes, de se dire voilà. Avant, elles se reposaient beaucoup sur des équipes d'infra pour builder l'infra de leurs produits. Et maintenant, l'idée, c'est de se dire elles ont aussi l'autonomie suffisante pour construire leur infra, leur code applicatif et leurs produits, et aussi l'observabilité du produit. Donc, vraiment une autonomie complète. Une promesse aussi sur l'innovation. Les cloud providers n'arrêtent pas d'enrichir les offres de services. Donc, ça, c'est plutôt sympa aussi. On nous vend aussi une réduction des coûts avec on va dire, une maintenance qui est plutôt déléguée côté cloud provider et voilà, moins d'obsolescence à traiter. Plus on va adresser les couches hautes des cloud providers, au moins on aura d'obsolescence à traiter et au plus normalement les coûts de maintenance sont minimisés.
Et le dernier point que je pourrais citer aussi sur ce slide, c'est la partie Green IT. Donc indirectement, on profite des orientations green des cloud providers dans l'alimentation de leur data center et voir aussi si on adresse des technos comme le serverless, on est aussi un peu plus green. Néanmoins, tout ça, ça amène un nouveau paradigme. Alors, je pense que celui-là, c'est le meilleur slide de tous les temps que j'ai pu faire. J'ai mis quelques minutes. Sur la gauche, en fait, si on s'imagine un data center privé comme l'achat d'un hangar dans lequel on vient garer des voitures, en gros, on peut imager où une voiture, c'est un produit et on va venir dans un monde fini, un environnement fermé, on va venir au fur et à mesure dans notre data center on-prem, y ajouter successivement nos produits. Et ce qui se passe très souvent, c'est qu'au fur et à mesure des semaines, des mois et des années, voilà, on a un petit peu un désordre qui s'installe, hein, au même titre que sur votre PC perso. Et donc le grand jeu, c'était, ou c'est toujours d'ailleurs, d'optimiser les ressources que vous avez à disposition. Et sur la partie droite, on est plutôt dans l'ère du cloud provider, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'une entreprise, les ressources mises à disposition, elles nous apparaissent un peu comme infinies. Donc la petite formule qui est en haut, c'est une des formules de l'expansion de l'univers. C'est-à-dire que on se soucie plus forcément de l'espace qui est disponible, mais ça nous amène à être vigilants et à vouloir optimiser les infrastructures qu'on va popper sur le cloud. C'est vraiment un paradigme différent avec l'arrivée du cloud. Les risques dans tout ça, quand on adresse le cloud, si on ne met pas de gouvernance en place, c'est qu'on va perdre la maîtrise de nos assets. Typiquement, on va se retrouver avec des assets sur le cloud dont on ne sait plus si elles sont utiles ou pas. Pourtant, elles sont là, elles consomment et en tous les mois, on paye. Donc, à terme, c'est des coûts qui peuvent s'envoler. Quand les coûts s'envolent, en général, on va essayer de contrôler tout ça en bout de chaîne et d'être plutôt réactif. Et donc, on va partir dans des dashboards diverses et variés pour essayer de contrôler nos assets et sans savoir si au final, un service qu'on a déployé, il est utilisé ou pas. Voilà. Donc, c'est souvent aussi ces contrôles en bout de chaîne sont vraiment énergivores, nous prennent beaucoup de temps. Donc pour ça, en fait, il va être important de poser un cadre, et ce, idéalement dès le départ. Vous allez vouloir adresser un cloud provider, c'est vraiment poser un cadre. Alors je vais le faire par étapes. C'est une des recettes qui peut être proposée. C'est nourri de mon expérience personnelle. Hein. Il y a certainement d'autres recettes, mais je vous la présente. Première étape super importante, convention de nommage des objets. Alors, pour chacun des objets que vous allez vouloir adresser sur le cloud, vous allez définir sur papier simplement, vous mettre d'accord sur des conventions de nommage. Alors, que ce soit Azure, AWS ou GCP ou les autres, ils proposent tous des patterns sur ces conventions de nommage. Vous pouvez aussi définir vos propres conventions à vous. Petit point d'attention sur cet aspect-là, essayez de ne pas faire figurer dans ces conventions de nommage ce qui pourrait être attaché à une organisation, dans le sens où si votre entreprise se réorganise régulièrement, le nom des objets pourrait ne plus correspondre à terme. Et le deuxième point qui est encore plus important, c'est le positionnement c'est la définition des tags que vous allez vouloir positionner sur vos objets instanciés. Donc ça, c'est pareil, vous les définissez une bonne fois pour toutes. Pour la suite de la presse, je ne l'ai pas dit, je vais parler plutôt avec les conventions, on va dire, avec les objets Azure. Sinon, je vais m'y perdre si on mélange tout. Donc, ça sera plutôt du Azure dans le texte. Donc, on parle plutôt de tag, en l'occurrence. Deuxième étape, vous allez on peut définir des rôles et responsabilités. Donc, idéalement, en fait, on va définir une frontière dans laquelle, on va dire, sur la partie amont, on va plutôt donner ça à un côté admin, architecte, une équipe un peu fermée. Et une partie aval dans laquelle on va laisser l'autonomie complète aux équipes produits. Donc, l'expérience que j'ai, c'est que nous, on l'a fait en laissant les équipes produits complètement autonomes sur tout ce qu'on peut mettre dans des ressources groupes. Et toute la partie haute, donc essentiellement le contrôle des accès, toute la partie réseau que vous pouvez mettre en place, les policies, tous ces objets un peu plus hauts, ne sont pas laissés en autonomie sur les équipes produits, mais vont bien être gérés par une team à côté. Donc ça, c'est important à faire, à poser un peu un cadre de qui a le droit de faire quoi.
Petit aparté, donc l'idée ici, c'est aussi de se dire qu'il faut absolument adresser le cloud en mode as code. C'est très très important de faire ça et d'éviter absolument le clicodrome. Alors c'est facile d'aller cliquer dans les consoles, mais le code, le fait d'adresser donc de l'infrastructure sur les clouds avec du code, ça nous apporte plein d'avantages. Donc, comme tout code, en fait, ça permet de la traçabilité des modifications qui sont faites. Ça documente aussi indirectement ce qu'on va aller popper. C'est voilà, automatisable, on peut fiabiliser la chaîne. Une fois qu'on a, on va dire, automatisé, on peut aussi déléguer ce qu'on a à construire. Enfin, donc, plein d'avantages. Le choix qu'on a fait, nous, c'est de partir sur le langage Terraform. Après, il y a d'autres solutions, mais Terraform, il y a plein de providers différents pour l'ensemble des cloud providers. Et ensuite, voilà, on a le continuous delivery qui est derrière et le positionnement des OKR qui vont nous permettre de piloter notre chaîne CI/CD. Donc, important vraiment d'adresser tout ça avec du code. Alors, comment on a fait on va dire, un premier repo de code qui est plutôt côté admin, qui va contenir en gros le code Terraform des ressources groupes qui vont devoir être popés pour nos projets, mais nos produits, qui va contenir aussi les éléments réseau qui vont être nécessaires, donc vos VPN, vos VNet, vos subnets, etc. Tout ce qui va régir un peu le réseau sur vos environnements cloud. Et la partie policy. Donc, la partie policy, c'est des objets sur le cloud qui vont contrôler que ce que vous allez venir créer sont bien conformes par rapport aux règles que vous vous êtes données. Donc ça, c'est côté plutôt admin. Et dans un second temps, on va en gros créer un artefact par composant qu'on va vouloir utiliser sur le cloud. Et donc ça, on va en faire des modules Terraform, donc un module par composant. L'idée ici, c'est de venir fixer dans ces modules un certain nombre de choses. Donc, par exemple, les régions sur lesquelles on a le droit d'aller popper les composants, ce qui va nous éviter de retrouver des trucs aux États-Unis si on n'a pas envie. Mettre aussi des sizing sur les plans max que vous voulez tolérer. Appliquer, et c'est là que vous venez appliquer de manière automatisée avec Terraform les conventions de nommage que vous avez définies sous format papier, on va dire. Vous pouvez aussi venir positionner, enfin, c'est pas que vous pouvez, c'est que vous devez venir positionner de manière automatique aussi la partie tag. Donc les tags, ils peuvent être, on va dire, ils peuvent drill down de vos ressources groupes vers les objets qui sont créés à l'intérieur. Et le dernier avantage, c'est que vous allez simplifier l'instanciation pour les équipes produits des composants. En gros, vous simplifiez le code Terraform pour venir instancier le composant qui va bien. Derrière ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement fait une sorte de hello world d'un projet un peu bateau dans le câblage de notre chaîne CI/CD avec l'utilisation des modules, juste à titre d'exemple, pour documenter et donner ça aux équipes produits. Donc, dans la vraie vie, comment ça se passe une fois que j'ai construit ça? Typiquement, donc un peu deux parties. Donc, je suis équipe produit, j'ai un produit, j'ai un besoin, je dois on va dire, popper mon produit sur le cloud. Simplement, je fais une demande toute simple via l'outil de ticketing. Je donne le nom du produit, les informations qui sont nécessaires, donc les tags, les accès réseau que j'aurais éventuellement besoin d'avoir, notamment sur la partie on-prem, la liste des personnes qui vont agir sur ce projet-là. Et donc avec du code Terraform, on en parle, la partie admin, donc plutôt on va dire les architectes, eux vont venir avec la chaîne CI/CD popper les ressources groupes, les éléments réseau, la gestion des accès, donc tout ça c'est automatisé. Et typiquement, ça prend environ, on va dire, 15 minutes. Si les personnes chez vous, alors nous c'était le cas au départ, ne sont pas forcément fluent avec les architectures cloud, on fait une petite revue d'architecture qui tient en 1 heure ou 2. Et on va venir aider l'équipe produit à bien travailler la scalabilité, la résilience de leurs produits et définir avec eux les composants cibles dont ils auraient besoin. Et ensuite, on les accompagne au début, mais on va dire Terraform pour un développeur lambda, c'est très facile d'accès. Et donc, en 1 heure ou 2, un développeur peut très facilement devenir autonome sur la construction de ses infras avec les modules Terraform. Et la construction, on va dire, d'une infra standard, pas trop complexe, en l'espace de 2-3 heures, vous avez votre environnement de dev, de test, de prod complètement automatisé et déjà popé.
typiquement, on est passé avec avec cette cinématique on va dire de plusieurs semaines ou plusieurs mois quand on devait popper quelque chose sur des data centers on-prem à, on va dire, une journée. En une journée, vous avez votre infra qui est popé sur l'ensemble de vos environnements. Ça respecte les conventions, c'est propre et vous suivez correctement vos affaires. Alors, l'étape suivante, en fait, c'est le Terraform, c'est pas sans, on va dire, c'est pas sans risque, c'est-à-dire que pour les gens qui connaissent, voilà, ça se compare à un back-end, etc. Donc en fait, quand vous partez sur du code Terraform, il est très très important de ne pas venir modifier à la main dans les consoles ce qui a été popé par Terraform. Donc l'idée là, c'est vraiment de fermer complètement l'accès en écriture sur la console et de laisser aux gens la possibilité de visualiser forcément ce qu'ils ont popé, mais uniquement en lecture seule. Donc toutes les modifications sont faites avec du code Terraform issu des modules. L'ensemble des objets respectent les conventions de nommage, ça c'est top. Ils sont tous tagués, vos objets sont tous tagués de manière homogène et vont respecter les critères définis. Alors, les policies, on les met en place quand même. Vous pourriez me dire pourquoi on met en place des policies pour contrôler si tout a été fait avec les modules. C'est que on n'empêche pas les équipes produits de venir écrire du code Terraform à façon pour venir popper des choses aussi dans le cloud provider. Donc, typiquement, on met en place quand même les policies pour se faire remonter les non-conformités. Alors, sur le long terme, le next step, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure du développement des produits, on a besoin de nouveaux objets au fur et à mesure. Et donc là, l'idée, c'est à terme de faire participer les équipes produits dans la co-construction de vos bibliothèques de modules Terraform. Donc ça c'est un gros avantage, c'est que ça fédère un peu tout le monde, tous les acteurs, ça leur met le pied dedans de voilà le code Terraform en profondeur, ce que ça donne. Et une next step aussi sur progressivement venir, on va dire, renforcer les policies. Donc au départ, les policies remontent les non-conformités, mais on tolère, donc on remonte et puis on retourne vers les équipes produits en disant attention, ton objet là il n'est pas conforme, faut que tu remettes ça au carré. Étape numéro 2, vous bloquez la création. Voilà. Et étape numéro 3, vous pouvez aller jusqu'à s'il y a un objet non conforme qui est popé, vous pouvez venir le faire passer un job qui va le supprimer. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous avez le suivi FinOps, alors qui ne change pas, on va dire, voilà, les beaux dashboards qui vont bien avec vos consommations par produit, par BU, par composant. Comme tous vos objets sont standards, tagués, c'est très très facile à faire. Donc on en fait une petite revue mensuelle pour vérifier que voilà, il n'y a pas de dérive, mais là on est vraiment très très propre et on maîtrise vraiment nos assets. Et donc en synthèse, globalement, la première phrase est vraiment très importante, c'est qu'à la simple lecture des consoles, pour le coup, et des dashboards, vous comprenez la nature et la destination des objets. Ça, c'est quelque chose de très bien. Ça paraît très rangé, c'est très facile à la lecture et vous n'êtes pas perdu et vous savez à quoi les objets servent. Donc ça, c'est top. Donc la garantie que l'ensemble des objets respectent les policies de mon organisation. Le plus du Hascode, forcément, l'ensemble des interactions est tracé, historisé. Donc vous avez tout l'historique et la traçabilité des modifs qui sont faites sur le cloud. Et vous pouvez expliquer éventuellement les dérives ou les consommations qui augmentent. Donc oui, je maîtrise, je comprends les coûts. Et donc les équipes sont autonomes sur l'ensemble, on va dire, des assets de leurs produits. Donc, on parle d'infrastructure, on parle évidemment du code applicatif, et derrière ça, on parle aussi donc des assets cloud qui permettent de suivre le run et l'observabilité des produits, donc le monitoring, l'alerting, etc. Donc on va dire, vous pouvez avoir un bundle commun unique dans un repo de code qui contient l'ensemble des assets nécessaires au fonctionnement des produits. Et là, pour ceux qui auraient des problématiques de produits multi-instances ou mono-instances. Alors dans le cadre du mono-instance, c'est encore plus flagrant, c'est que quand vous onboardez une nouvelle BU qui est sur un autre endroit de la planète, et ça va très vite. Vous repouchez une fois votre CI/CD et c'est gagné. Donc le time to market, il est top et effectivement, il est aussi bon que si vous alliez faire du click-o-drop dans la console. Et enfin, dernier avantage, je développe l'inner source. Et ça, c'est très bien aussi.
Donc voilà, moi en synthèse, c'était l'histoire que j'avais racontée. Honnêtement, je dirais que je ne pourrais pas revenir à un fonctionnement différent de celui-là, parce que c'est dangereux, parce que les coûts s'envolent. Donc voilà, n'hésitez pas à penser ASCODE, fermez, mettez les consoles en lecture seule, et voilà, en conclusion, ce que je pourrais dire. Merci Richard. J'ai respecté le timing, je crois. Ouais, oui, parfait. Super. En attendant qu'on regarde un peu les questions, je vais vous lancer un petit sondage. Donc, vous pouvez vous rendre dans l'onglet sondage où vous verrez la question « Quel a été le premier nom du groupe Simon & Garfunkel ?» Je vais vous laisser y répondre. Les votes montent. C'est marrant parce que pour l'instant, on n'a pas de réponse qui est la bonne. Encore une petite minute et je vous donne le résultat. Et la réponse est Tom et Jerry. Voilà, on ne s'y attendait pas, mais c'est bien Tom et Jerry. Donc, je vais laisser la parole à Marc qui va nous lancer les questions et on se retrouve tout à l'heure. Oui, merci Eléa. Donc en effet, il y a déjà eu plusieurs questions posées dans l'onglet dédié à cela. Alors je les ai triées par vote. Alors la première, Richard, que je te soumets, c'est peux-tu vulgariser pour les néophytes? Tout à l'heure, tu parlais de Everything as Code. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer le concept pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça? Voilà, détailler un petit peu ce que c'est que le infra as Code et Everything as Code. D'accord. Donc, on vient d'une ère où le code, c'était essentiellement le code applicatif, ce qui nous servait à produire notre application. L'arrivée des plateformes cloud, ce sont des plateformes qui, on va dire, exposent notamment des API, mais on peut interagir avec du code pour générer des composants des cloud providers. Donc, on va pouvoir générer de l'infrastructure avec du code maintenant, ce qui n'était pas forcément possible avant. Le code applicatif qu'on connaît toujours, mais aussi des éléments d'observabilité, du monitoring, de l'alerting. C'est un peu l'idée. Donc, toutes ces actions qui sont, on va dire, faisables via du code sont évidemment faisables via les consoles, en mode clicodrome. Mais ça, à éviter, évidemment. Donc, en fait, on rapproche les pratiques de développement d'applications pour du développement d'infrastructures. Voilà. Donc, c'est pas du Java, c'est pas du JavaScript, c'est pas du C#, c'est pas du c'est du Terraform ou d'autres langages qui sont disponibles comme du Pulumi, Monsieur Boutio, je vois. Oui, on aura cette question juste après. Oui, la question du Everything as Code ou Infra as Code versus le clicodrome, c'est qu'en effet, avant toute cette mouvance de ce que vous voulez as Code, c'est comme le disait Richard, c'est qu'on cliquait sur des choses, sur des boutons dans une interface pour provisionner éventuellement une VM ou des choses comme ça. Et ça, c'est juste pas industrialisable et pas répétable. C'est-à-dire qu'à un bout de moment, si vous devez le refaire, c'est une personne qui doit recliquer, etc. Et du code, c'est versionnable. Alors, bon, code, c'est un peu un abus de langage parce qu'en fait, ça peut être des fichiers de description, ça peut être des fichiers de syntaxe quelconque. Donc, c'est pas code au sens, comme le disait Richard, Java ou Python ou quoi que ce soit, mais c'est une façon de décrire les choses. En ASCII, en fait, c'est de l'ASCII derrière, et donc on peut versionner ça dans Git typiquement et le jouer. Donc c'est répétable et surtout le versionner, voir l'évolution dans le temps, si on le fait évoluer, si on corrige des choses, etc. Voilà, ce qui est par l'opposé. Donc on est vraiment dans l'ère de l'automatisation, parce que grâce à ça, les choses sont automatisables. Voilà, donc c'est des choses qui sont écrites quelque part et qu'on peut jouer, qu'on peut répéter, qu'on peut automatiser. Et donc voilà, le Everything as Code, ça a commencé par l'infra as Code. Après Everything as Code, ça peut être test as Code. Et en fait, tout ce qu'on faisait à l'époque manuellement, les tests, c'était pareil. Maintenant, c'est test as Code. Avant, il y a des gens qui testaient des interfaces, qui cliquaient, etc. sur les interfaces. Maintenant, on peut décrire dans des fichiers comment tester des applications, y compris sur du test end-to-end, donc du test d'interface. Donc aujourd'hui, on parle de Everything as Code parce qu'on dit qu'il faut tout décrire dans des fichiers.
voilà. Et le code n'est qu'une image, en fait, pour faire ça. Merci Richard, en tout cas, pour ta réponse. Et donc là, on va passer justement, c'est une bonne transition avec la question de David. Alors là aussi, qui est une question, voilà, Terraform ou Pulumi, qui sont en fait deux outils voilà, concurrents. Donc je ne sais pas si toi, tu as un avis là-dessus. Tu as cité Terraform, en effet, mais après, il y a quelque chose qui émerge maintenant qui s'appelle Pulumi, qui fait peu ou prou la même chose. Mais voilà, il y a peut-être un débat dans la communauté plus d'experts. Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu as fait aussi du Pulumi? Moi, j'ai pas fait de Pulumi. Ce que je pourrais dire, c'est que Terraform bénéficie, on va dire, de providers, enfin d'un très grand nombre de providers. Et en général, on va dire, tous les produits qu'on va retrouver sur le cloud où on offre SaaS vont avoir implémenté un provider Terraform. Donc, alors les gros, les AWS, les GCP, les Azure, etc., bien évidemment, mais on va retrouver aussi, voilà, si vous utilisez des services SaaS du type MongoDB Atlas, du type Datadog, voilà, sur des offres SaaS, en général, vous avez à disposition un provider Terraform. Pulumi, je ne sais pas où ils en sont de la couverture, en fait. Voilà. Ouais, ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux outils, merci pour Richard pour la réponse, ces deux outils différents, voilà, gérés par des éditeurs différents. Terraform, l'éditeur, c'est HashiCorp. Voilà, historiquement, Terraform est là depuis très longtemps, donc très ancré dans l'industrie. Donc, comme vient de le dire Richard, voilà, on peut s'intégrer très facilement. Terraform, voilà, est supporté un peu partout parce qu'il est très ancien. Pulumi, c'est plutôt le challenger, voilà, qui est peut-être un peu plus récent et qui monte. Donc, c'est juste un outil, voilà, peut-être plus récent. Tout comme, je ne sais pas si on prend dans un autre domaine, il y a 10 ans, on faisait beaucoup de Chef et Puppet. Et après, un jour, il y a un truc qui s'appelle Ansible qui est arrivé. Et voilà, c'est un outil qui est équivalent à Chef ou Puppet. Et bon, sauf qu'il y a Agentless, bon, voilà, qui a ses propriétés. Et du coup, Ansible est arrivé et les gens ont fait du Ansible. David, je sais que tu fais du JS. En JS, bah, c'est pareil. À l'époque, on faisait du Grunt. Et puis, à un moment, il y a du Gulp qui est apparu. Et puis, les gens se sont mis à faire du Gulp. Voilà, donc, c'est l'histoire des outils. Voilà, il y a des outils concurrents. Et puis, il y en a qui démarrent avant d'autres. Il y en a qui sont un petit peu plus vieux. Il y en a qui sont un peu plus modernes. Donc après, voilà, charge à vous de choisir celui qui convient le mieux en fait et de voir qui va émerger. Et puis un peu pour reprendre un petit peu le cloud aussi, exemple d'outillage qui a évolué dans le temps, tout ce qui est orchestration. Moi, je viens d'un monde où à l'époque, on ne savait pas si on devait faire du Swarm, du Kubernetes ou du Mesos avec Marathon. Aujourd'hui, 80% du business, c'est Kubernetes. Donc, on sait qui a gagné la bataille. Mesos Marathon a rendu les armes. Swarm, qui était l'outil de Docker en plus, c'est pareil, c'est anecdotique. Voilà, aujourd'hui, tout le monde fait du cube. Mais voilà, il y a la même histoire avec les orchestrateurs. Comme aujourd'hui, on parle de cloud, voilà, je peux aussi prendre cet exemple avec les orchestrateurs. On va passer à la question suivante. Du coup, tiens, une bonne question. Ça, c'est une question qui est chère à Adeo parce que Adeo, c'est un client que je connais aussi très bien. Donc, voilà, je sais que Richard aura des choses à dire. Tu as parlé de Inner Source. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est? Parce qu'on entend beaucoup parler d'open source. Donc ça, je pense qu'open source, les gens situent à peu près ce que c'est. Mais du coup, comment ça se place l'inner source par rapport à l'open source? Qu'est-ce que c'est? Alors, l'inner source, je vais peut-être détailler un peu à l'échelle d'ADO, mais donc l'inner source, c'est l'open source en entreprise, à l'intérieur d'une même entreprise. Côté ADO, donc ADO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe dans lequel vous allez retrouver un certain nombre d'enseignes, Leroy Merlin, Weldom, Bricoman, Zodbio, etc. Et on est surtout répartis dans pas mal de pays dans le monde. Et en gros, une business unit du groupe, c'est une enseigne dans un pays. Et il y a encore ça, il n'y a pas très très longtemps, on va dire, il y a un peu plus d'un an. Chaque BU a été relativement, on va dire, autonome dans les outils IT qu'elle mettait en place pour son fonctionnement business. Donc, il y a un peu plus d'un an, il y a une décision qui est prise de construire des outils globaux communs pour l'ensemble du groupe. Mais donc, en fait, on est en train on va dire, même si on est en train de monter des équipes IT, on va dire, centralisées pour gérer ces outils communs, on a possibilité de s'appuyer sur des équipes techniques en place dans l'ensemble des BU. Et donc, l'idée, c'est de co-construire finalement des outils avec des équipes plutôt centralisées ADO Group, on va dire,
avec des équipes Leroy Merlin Italie, avec des équipes Leroy Merlin Russie, Leroy Merlin Brésil, voilà. Donc l'Inner Source, c'est vraiment, je suis équipe produit et donc je développe un produit pour l'entreprise et quelqu'un remonte. Alors typiquement dans mon exemple là, imaginons que le Brésil se dise ah bah oui, mais dans votre produit Toto, il me manque telle fonctionnalité. Le backlog est ouvert à l'ensemble du groupe et donc cette BU peut venir ajouter son besoin dans le backlog, voire même venir le développer et le mettre à disposition de tout le monde. Donc, en synthèse, hein, c'est de l'open source à l'échelle de l'entreprise en interne. Si je suis clair. Oui, la réponse est très claire. Merci Richard pour participer aussi chez ADO. Concrètement, c'est extrêmement simple. Hein. C'est github.com. Voilà, ADO n'utilise pas la version GitHub Enterprise, mais bien le github.com que vous connaissez tous. Et il y a une orga qui s'appelle ADO. Et dans cette orga ADO, il y a tous les projets, tous les repos de ADO, de toutes les équipes ADO. Et moi, j'y ai accès, parce que voilà, je travaille pour ADO aussi en tant que prestataire. Et donc, je vois tous les projets de tous mes collègues et de toutes les équipes. Et on peut faire des merge requests, on peut lire le code, on peut proposer des choses. Voilà. Donc, c'est la même chose, comme l'a dit Richard, c'est la même chose que l'open source, mais sauf que c'est une orga ADO dans github.com qui est privée. Il n'y a que les gens d'ADO qui ont accès. Mais par contre, quand vous êtes chez ADO, vous avez accès à tous les repos d'ADO en lecture et vous pouvez faire des merge requests. Vous pouvez proposer des choses. Ouais, c'est l'étape, on va dire, ça débute, hein, mais c'est l'étape éventuelle d'une ouverture plus open source sur certains produits, en fait. Voilà. Alors, je continue mon petit tour des questions. Oui, une question intéressante. Est-ce que c'est possible à l'heure actuelle de faire du reporting multi-cloud provider? Est-ce que tu as déjà eu ce genre de cas à traiter? Parce que quand tu parlais d'Azure, de GCP, chez ADO, voilà, vous faites les deux, typiquement. Est-ce qu'il y a de la consolidation? Est-ce que… Alors, c'est fait, donc côté ADO, c'est effectivement fait, ce reporting-là. Donc, on est plutôt en cible, on est plutôt GCP sur l'Europe, on est plutôt, on va dire, Azure en Afrique du Sud. On est plutôt GCP aussi en Amérique du Sud et en Russie, pour le coup, donc c'est plutôt un cloud provider local qui s'appelle Yandex. Mais donc, effectivement, ce besoin de reporting, on va dire cross cloud provider, on en a besoin. Et effectivement, il est fait, mais il est fait, on va dire, sur base d'outils maison qui ont été construits à l'intérieur de la boîte pour suivre ces infos-là. Le petit plus, c'est qu'on a aussi pu merger nos consos et nos consos des data centers on-prem. Donc, d'avoir une vision un peu 360 de la partie on-prem et de l'ensemble des cloud providers qu'on utilise sur la planète. Mais ce n'est pas un outil du marché, c'est un outil ADO. Et à ta connaissance, il y a des outils du marché qui font ça? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne m'y suis pas penché. Donc, ouais, ça existe, c'est possible, mais chez ADO, c'est un outil qui a été développé spécifique. Oui, spécifique, ouais. Très bien. Merci Richard. Du coup, on a fait le tour des questions qui étaient dans l'onglet questions. Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'Eléa va nous rejoindre pour la conclusion. Oui, donc merci à tous les deux pour ce webinaire. Pour terminer, je vais vous lancer un petit call to action vers notre livre blanc. Donc, comme je vous ai dit au début, c'est un livre blanc sur le cloud qui a été rédigé pendant le confinement. Donc, vous pouvez toujours le télécharger. Vous y trouverez beaucoup de ressources. Voilà. Donc, si jamais vous souhaitez vous tenir informé des prochains webinaires, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et en attendant, il y a une dernière question. Non, on peut la prendre, on est toujours dans le timing. Il y a une question qui est arrivée. Oui, on peut la regarder en direct. Hein, je la découvre en même temps que vous. Quel type de profil réalise votre suivi FinOps? Il y a des expertises particulières Yes. On a une équipe dédiée à ça, côté ADO, qui est là autant pour réaliser, pour builder un peu les produits qui nous servent en termes de dashboard de suivi, que pour, on va dire, infuser les bonnes pratiques FinOps dans les équipes produits. C'est des gens assez techniques à la base, hein, qui dominent bien les aspects cloud.
Mais voilà, mais c'est vraiment il y a une équipe dédiée sur ce sujet-là, spécifiquement. Donc plutôt des profils techniques chez ADO. Plutôt des profils techniques, ouais, complètement. D'accord. Okay. Je pense que là, la réponse est claire par rapport à la question. Encore une question. Non. Si vous souhaitez accéder au replay, ils seront bien sûr disponibles. Tous les événements sont disponibles en replay sur Livestorm et vous les retrouverez juste après sur le site de Daveo. Donc, n'hésitez pas à les consulter si vous le souhaitez. Et encore merci à tous les deux et à très vite. À très bientôt. Bonne journée. Sans souci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.